Un an après la visite du quartier médiéval, nous sommes de retour en capitale de Gâtine-Poitevine à la rencontre d'un patrimoine discret mais tout aussi riche. En route pour les faubourgs, ruelles, églises et chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pour continuer notre visite, on organise un rendez-vous avec Vincent Tellière, toujours guide conférencier au Pays d'Art et d'Histoire de Parthenay-Gâtine. Hors du champ de la caméra, Corinne Stéphan, également guide conférencière, nous accompagne en tant qu'observatrice, mais aussi et surtout en relais pour compléter les éléments de l'histoire que vous allez voir et entendre. Bienvenue dans le 7e épisode d'Objectif Gâtine saison 2, Parthenay inédit ou le patrimoine discret de la ville. C'est par un beau matin de mai que l'on se donne rencard au bord du Thouet, juste derrière le faubourg Saint-Jacques. On est effectivement dans le faubourg Saint-Jacques de Parthenay. Donc pour être plus précis, on est à l'extérieur de l'ancien quartier historique comme on l'appelle désormais. Tu as le chevet de l'église Saint-Jacques qui a une histoire un petit peu particulière, au même titre que le quartier en lui-même. Faubourg, ça sous-entend qu'on est donc à l'extérieur de la ville. Et il a été fondé au début du XIIe siècle par l'un des seigneurs de Parthenay qui a tout simplement cherché à régler le problème de surpopulation à l'intérieur de la ville. Le seigneur de Parthenay, le baron, a fait le choix par des chartes de fondation à proximité directe des portes d'entrée et sortie de la ville, d'installer des églises qui servaient de point de repère pour qu'ensuite un habitat puisse se développer, se structurer autour. Donc comme ça permettait à certains habitants qui ne trouvaient pas la place de s'installer en les murs de la ville, de s'y installer à l'extérieur, mais à proximité directe des portes. Comme ça, au moindre danger, on pouvait directement regagner la cité en toute sécurité. Et cette église, alors elle prend directement le vocable de Saint-Jacques, comme le faubourg, comme le quartier à l'intérieur de la cité. Tout simplement, ça fait une référence au fait qu'on est sur le chemin de Saint-Jacques. À quelques encablures de là où on se trouve, tu as aussi la Maison Dieu qui était une maladrerie, un lieu où une communauté de moines accueillait les voyageurs, parmi lesquels on retrouvait a fortiori les pèlerins qui se rendaient à Compostelle en Espagne actuelle. Donc cette église Saint-Jacques servait aussi en halte pour les pèlerins, mais aussi les fidèles, les habitants du quartier qui souhaitaient se recueillir. Dans un quartier médiéval resté dans son jus mais intact, les ruelles font le charme de la ville. Des venelles aujourd'hui très intéressantes, notamment pour les points de vue panoramiques qu'elle offre de ce vieux quartier. Lorsque l'on accueille des gens ou toute personne qui vient à Parthenay pour découvrir la cité médiévale, il faut oser venir et oser se perdre dans ces venelles. Ce petit labyrinthe qui constitue quand même une large part de la trame urbaine du quartier historique de la ville, c'est un vrai petit trésor. Ces venelles, au cœur du Moyen-Âge, elles étaient fréquentées par les familles qui sortaient, déambulaient, se promenaient, quittaient leur foyer pour parfois rejoindre leur jardin, leur potager. Mais ça, c'était de jour. Et le soir, ce labyrinthe devenait un véritable coupe-gorge, un coupe-jarret. Donc il faut imaginer qu'ici, on allait pouvoir y croiser les criminels, autrement dit les malandrins, mais également les ribauds, ou comme l'auraient dit mes ancêtres, ce que l'on appelle les femmes horizontales. Donc tout ce public de marginal, se côtoyait ici même, et il va sans dire que la sécurité qui était assurée de jour comme de nuit dans Parthenay au Moyen-Âge, n'était absolument pas assurée dans ces petites venelles la nuit. Les milices ne circulaient pas ici, tout simplement parce qu'on en avait peur. Il était fortement conseillé, si on souhaitait s'y aventurer malgré tout, de s'éclairer le visage avec une lanterne, une torche, au risque sinon d'être appréhendé par la patrouille et d'être présenté au sergent ou au baron, avec tous les risques qui s'offraient à nous pour ainsi dire. Notre visite continue. Direction maintenant le bord des remparts dans ce qui devrait être la nef de l'église Saint-Jean. Sans doute l'une des plus anciennes de la ville, elle date du XIe siècle et a été détruite entre le XVIIIe et le XIXe siècle dans le but d'aménager des routes d'accès au quartier. Et ce qui fait donc la particularité de cette église, c'est qu'elle était antérieure à la construction des premières fortifications qui protégeaient la ville de Parthenay. Et lorsque ces remparts ont été reconstruits à la fin du XIIe, début du XIIIe siècle, grâce à l'argent qui avait été versé aux barons de Parthenay par les rois d'Angleterre, les ingénieurs qui ont imaginé le tracé de ces remparts se sont rendus compte que l'église était effectivement sur le tracé. Alors c'est posé la question, est-ce qu'on conserve l'édifice ou est-ce qu'on le rase? Et le choix
surprenant a été fait de conserver l'église, qui a intégré de fait l'ouvrage défensif qui protégeait la cité de Parthenay. On a renforcé les murs du chevet, sans doute, mais ça reste qu'une hypothèse, percée par des archères, et de fait, par conséquent, l'église faisait partie à part entière du système défensif de la cité des barons de Parthenay. Quittons maintenant le quartier médiéval pour se retrouver non loin dans la campagne avoisinante. En tout temps lieu de marche, le chemin du Rosaire offre parmi les plus beaux panoramas de la cité médiévale. C'est ici que l'on peut voir les remparts du quartier de la Citadelle, du château et quelques clochers qui composent la ville. Nous sommes en plein milieu du chemin du Rosaire, alors qui tire son nom de la chapelle éponyme, qui était un lieu dans lequel s'était installé à la fin du XVIe siècle une confrérie de prière dédiée donc au Rosaire, qui est une référence à la Vierge Marie. Alors ce sentier aujourd'hui, ce chemin du Rosaire dans lequel on se trouve, il relie d'une part le faubourg Saint-Paul au faubourg Saint-Jacques. Ce chemin du Rosaire, on est quand même dans un cadre bucolique, à quelques pas d'un centre urbain. On a l'impression de se croire en pleine campagne et c'est une évocation directe du fait que la Gâtine, nous sommes un territoire de marche qui est jalonné, traversé par de multiples sentiers de randonnée, les chemins creux qui font quand même la réputation de notre belle région, dans lequel les marcheurs du dimanche, mais également les pèlerins, il y en a encore, mais aussi les amateurs de randonnée, de trail, peuvent s'adonner au plaisir de la marche, de la course à pied dans des cadres toujours très verdoyants et fortement recherchés notamment pour leur fraîcheur. Direction maintenant un quartier de la ville que Vincent vient d'évoquer. Le quartier Saint-Paul est une exception qui confirme la règle. Au contraire de tous les autres faubourgs qui se sont constitués en périphérie de l'ancien quartier historique fortifié, le quartier Saint-Paul, lui, s'est développé, alors toujours sur les berges de la rivière, mais très loin des portes d'entrée et sortie de la ville. Visiblement, l'activité de ceux qui se sont établis ici dérangeait fortement par leur nuisance olfactive le baron. Donc le baron a demandé à une partie de la population qui habitait proche de l'ancienne ville de Parthenay, de se relocaliser et de s'installer ici le plus loin possible de la ville. Ceux qui ont fait la vie, l'histoire du quartier Saint-Paul depuis le Moyen-Âge jusqu'à la première moitié du XXe siècle, ce sont les tanneurs. Leur activité artisanale crée des nuisances de très mauvaises odeurs. Le travail des peaux, c'est quelque chose de très très compliqué et de très difficile, avec des effluves quand même très nauséabonds. Et donc ces tanneurs ont quand même réussi à s'établir le long de la rivière, le long du Thouet, parce que leur activité, leur métier nécessitait de gros volumes d'eau pour tremper les peaux, les nettoyer, les rincer en plusieurs fois. Et tout simplement aussi parce que ces tanneurs avaient besoin d'un moulin à temps. Et les moulins à temps fonctionnaient grâce à la force de l'eau. La roue à aube entraînait toute une machinerie qui fracassait des troncs de bois qui étaient réduits en poudre, et cette poudre était ensuite réutilisée par les tanneurs pour traiter les peaux et les rendre imputrescibles, en plus de leur donner un petit peu un cachet différent avec une couleur un peu plus alléchante pour l'hypothétique acheteur. Mais au-delà de ça, ce quartier Saint-Paul, c'est resté un quartier très populaire, j'oserais dire presque un quartier d'irréductible. Les habitants ont choisi de se constituer en communes libres, donc un terme un peu truculent, mais qui renvoie quand même au fait que le faubourg Saint-Paul s'est créé une identité un petit peu à la marge des autres quartiers de la ville de Parthenay jusqu'encore aujourd'hui. Ce quartier est surnommé Barbès pour ses tours HLM dans la deuxième moitié du siècle dernier reste un quartier très vivant et dynamique. C'est même à Saint-Paul que sont nées et se sont développées les fêtes de Pentecôte et leurs cavalcades. Notre visite est sur le point de se terminer. À la sortie de Parthenay direction Niort se trouve Parthenay-le-Vieux et son bijou d'architecture romane, l'église Saint-Pierre.
Cette église, elle a été construite à la fin du XIe siècle, alors selon la légende par Malafé Mélusine, mais dans les faits, sa construction est due à un traité de paix qui a été signé entre deux frères, Gelduin et Ébon, qui étaient tous deux en leur temps seigneurs de Parthenay en même temps. Guerre fratricide, et pour sceller la concorde retrouvée entre les deux frères, ils ont fait le choix de léguer une partie de leur terre pour que puisse être construite cette église juste derrière moi, qui devait ensuite donner lieu au déploiement, à la structuration d'un bourg monastique autour. Cette église, elle a donc été construite par des moines de la Chaise-Dieu, donc Chaise-Dieu pour être plus précis, eh bien, on est en Auvergne, donc ils ont déplacé une première communauté de moines qui sont venus s'établir ici, avec l'idée d'accueillir les voyageurs comme une dernière halte avant un long chemin en direction de l'Espagne actuelle. L'histoire dit également que c'est à Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux que l'un des moines, un moine nommé Emery Picot, a écrit ce que l'on appelle le guide du pèlerin vers Compostelle. Eh bien, il s'agit ni plus ni moins que d'un guide du routard, du pèlerin qui se dirigeait vers Compostelle, de façon à lui présenter un petit peu la typicité de chacune des contrées qu'il allait être amené à traverser. Donc les paysages d'une part, éventuellement les produits gastronomiques, mais aussi et surtout les mœurs des populations qu'il allait pouvoir retrouver. Cette église, pour terminer, c'est vraiment un petit bijou d'architecture romane avec un décor sculpté qui est très très riche, et j'invite les gens qui le souhaitent à venir la voir pour contempler cette petite corniche de tête de chat qui se répète quasiment à l'infini. Aujourd'hui, ce qui fait la chance de cette église, c'est que l'on a le voisinage, les riverains qui ont fait le choix de l'ouvrir chaque matin, de la fermer chaque soir, de façon à ce que tous ceux qui veulent le voir entrent dans l'église pour contempler la façade, mais aussi tous les trésors qui sont cachés à l'intérieur de l'édifice. Non loin de l'église Saint-Pierre de Parthenay-le-Vieux, le clou du spectacle nous ramène sur les berges du Thouet, dans un lieu presque intimiste, le lavoir du quartier. La plupart des lavoirs qui jalonnent les communes, principalement rurales en France, ont été construites dans la deuxième moitié, même le dernier tiers du 19e siècle, lorsque l'État français choisit d'aider les communes en les subventionnant pour la construction de lavoirs. Certains de ces lavoirs se sont greffés directement à des sources d'eau. D'autres parfois ont été tout simplement construits en tentant par des toits de récupérer les eaux de pluie. Et là, celui-ci a cette particularité sur les berges de la rivière de s'appuyer sur l'eau qui coule pour aider les femmes qui venaient ici avec éventuellement leurs enfants pour rincer le linge. Le lieu n'était pas uniquement dédié ou pas exclusivement dédié au lavage du linge, mais plutôt à son rinçage. Et c'était un lieu qui très simplement était principalement fréquenté par des femmes, ce qui a donné a nourri dans les lavoirs l'idée qu'on était dans un endroit où pouvaient se divulguer certaines rumeurs, certains ragots. C'est pour ça qu'on lui a donné ce doux nom, ce terme qui reste encore aujourd'hui dans le langage populaire de moulin à parole. Pour revenir au lavoir dans lequel on se trouve, ce qui fait vraiment sa particularité, c'est que on a en contrebas donc ce plancher en bois qui peut se relever et qui s'abaisse de façon à ce que lorsque les femmes y venaient donc rincer leur linge, elles avaient la possibilité de s'adapter en fonction du débit de la rivière à la hauteur du cours d'eau et donc de pouvoir plonger pour être au plus près de la rivière. Et il avait sans trop d'efforts, même si c'était un travail qui restait très fatigant, le linge qu'elle venait ici donc rincer. Comme on aime à le dire, nul besoin d'être exhaustif. L'idée de cette série est de donner à voir pour vous donner envie de venir vous balader en Gâtine-Poitevine. D'autres éléments architecturaux de la ville de Parthenay vous attendent, n'hésitez plus. Comme nous, vous pourrez être accompagné du Pays d'art et d'histoire de Parthenay-Gâtine. Encore cet été, vous pourrez vous inscrire aux différentes visites guidées organisées par l'équipe. Dans notre 8e et prochain numéro, on a décidé de vous faire découvrir le patrimoine de Val-de-Gâtine avec le château Renaissance de Coulon-sur-l'Autise et la collégiale de Saint-Marc-la-Lande.